Pourquoi jouons-nous toujours des jeux dans nos relations? Une exploration psychologique. Bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît une vérité profonde. Nous jouons des jeux dans nos relations. Pas des jeux innocents, mais des jeux de pouvoir, de manipulation, de protection. Des mécanismes que nous avons construits sans vraiment le savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question qui touche chacun d'entre nous. Pourquoi continuons-nous à utiliser des jeux, de la manipulation et des stratégies émotionnelles avec les personnes que nous aimons le plus? La réponse ne se trouve pas dans la malveillance. Elle se trouve dans la blessure. Et plus importante encore, elle se trouve dans le chemin vers la guérison. Alors, respirez profondément. Ce que nous allons explorer aujourd'hui est peut-être inconfortable, mais il est également libérateur. Restez avec moi jusqu'à la fin. Les racines profondes. Les blessures de l'enfance qui façonnent nos relations. Commençons par une vérité fondamentale, nous ne naissons pas avec ces jeux. Nous les apprenons. Imaginez un enfant qui grandit. Cet enfant développe des blessures émotionnelles, souvent invisibles, souvent non traitées. Ces blessures ne disparaissent pas simplement parce que nous vieillissons. Non, elles voyagent avec nous dans l'âge adulte, et elles se manifestent dans chaque domaine de notre vie. Pensez à un professionnel accompli, un avocat compétent, un médecin respecté, un homme ou une femme qui fonctionne parfaitement dans sa carrière, qui est responsable, qui est à la hauteur de ses responsabilités. Mais voici ce qui se passe souvent. Cette même personne, lorsqu'elle entre dans une relation, lorsqu'elle est vulnérable, lorsqu'elle est proche de quelqu'un, elle commence à utiliser des jeux. Elle manipule, elle triche, elle se comporte d'une manière qui ne reflète pas son intégrité professionnelle. Pourquoi? Parce que ses blessures ne reconnaissent pas son succès. Ces blessures reconnaissent seulement la menace. Ces blessures non guéries nous poussent à faire quelque chose de remarquable. Elles transforment nos relations en champ de bataille émotionnel. L'avocate devient manipulatrice dans ses relations. L'homme d'affaires joue des jeux émotionnels. La femme brillante se retire émotionnellement. Et c'est là où commence le cycle. La peur comme moteur caché. Comprendre le vrai carburant de la manipulation. Écoutez ceci attentivement. Les comportements manipulateurs ne sont pas des choix malveillants. Ce sont des réactions de survie. À la base de chaque jeu émotionnel, à la base de chaque manipulation, à la base de chaque stratégie de contrôle, il y a une émotion primaire, la peur. Quelle peur? Pensez à vos propres expériences. Quand vous vous sentez menacé dans une relation, quand vous ressentez de l'anxiété, de l'incertitude ou de la menace, qu'est-ce qui remonte à la surface? Ce sont vos peurs, toutes vos peurs. Elles émergent ensemble, comme une vague. Et voici le problème. Nous n'avons jamais appris à exprimer ces peurs directement. Nous n'avons jamais appris à dire simplement « J'ai peur que tu me laisses. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur de l'abandon ». Au lieu de cela, nous les exprimons par des jeux, par de la manipulation, par du contrôle. Pensez à ce qui se passe. Quand une personne se sent anxieuse dans une relation, elle ne dit pas la vérité. Elle crée une fausse histoire. Elle se dit « Il va me quitter, alors je vais partir en premier ». Elle se dit « Elle ne m'aime pas, donc je dois le prouver en la manipulant, en la testant, en la contrôlant ». Ces jeux émotionnels surgissent parce que nous avons des doutes profonds sur notre valeur. Nous avons des questions persistantes. Suis-je assez? Vais-je être abandonné? Suis-je en train de perdre mon temps? Vais-je être utilisé? Et ces questions ne cessent de tourner dans notre esprit. Elles nous paralysent. Elles nous poussent à agir d'une manière qui finit souvent par créer exactement ce que nous craignons. Voici la tragédie. Nous utilisons ces jeux comme une défense contre nos blessures les plus profondes. Mais ces jeux deviennent précisément ce qui détruit la relation. Mécanisme de défense non authentique. Quand nous cessons d'être vrais, nous avons tous appris quelque chose quand nous étions enfants. Nous avons appris que certaines émotions n'étaient pas acceptables. Que certains besoins n'étaient pas les bienvenus. Peut-être que votre mère disait « Ne pleure pas » quand vous aviez peur. Peut-être que votre père disait « Les garçons ne montrent pas de faiblesse ». Peut-être que vos parents étaient trop occupés pour écouter vos vrais sentiments. Et donc, nous avons appris à nous cacher. Maintenant, à l'âge adulte, quand nous rencontrons une personne avec laquelle nous voulons vraiment construire une relation, nous portons encore cette leçon. Nous ne savons pas comment exprimer nos vrais sentiments. Nous ne savons pas comment dire « Cela m'a blessé. J'ai besoin de toi. J'ai peur ». À la place, nous jouons des rôles. Nous utilisons des jeux émotionnels.
Voici quelques-uns de ces jeux. Le jeu du retrait. Nous nous retirons émotionnellement pour tester si l'autre personne va nous courir après. Si je m'éloigne, va-t-il venir me chercher? Si la réponse est non, nous nous sentons validés dans notre peur. Je savais qu'il ne m'aimait pas vraiment. Le jeu de l'abandon préventif. Nous partons avant que l'autre personne ne puisse nous laisser. Mieux vaut avoir le contrôle du rejet que de le subir. C'est une stratégie de survie psychologique. Le jeu de la culpabilité. Nous accumulons des accusations, des preuves, des excuses pour convaincre l'autre personne qu'elle est responsable de notre souffrance. C'est notre façon d'éviter la responsabilité de nos propres blessures. Le jeu des compromis douloureux. Nous faisons des sacrifices humiliants et douloureux pour empêcher l'autre personne de partir. Et quand elle part quand même, nous nous blâmons nous-mêmes, nous ressentons de la honte. Tous ces jeux ont un objectif caché, nous protéger. Nous protéger contre la douleur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Mais voici la vérité inconfortable, ces jeux ne nous protègent pas. Ils nous isolent. Ils créent exactement le scénario que nous redoutons. Le cycle destructeur. Comment nos patterns d'enfance détruisent nos relations? Permettez-moi de vous montrer comment ce cycle fonctionne, parce que le comprendre est la première étape pour le briser. Imaginez cette situation. Une personne en relation utilise le style d'attachement qu'elle a développé dans l'enfance. Elle a peut-être grandi avec un parent imprévisible, émotionnellement absent ou contrôlant. Elle a donc appris à devenir hypervigilante, à toujours chercher des signes de rejet, à toujours interpréter les actions neutres comme des menaces. Maintenant, elle est en relation. Quelque chose de petit se produit. Son partenaire est distrait, ou éloigné émotionnellement, ou occupé. C'est probablement innocent, mais sa blessure l'interprète comme « il me quitte ». Elle ne m'aime plus. Au lieu de dire la vérité, cela m'a fait sentir abandonnée, elle joue un jeu. Elle se retire. Elle crée de la distance. Elle teste l'autre personne. Le partenaire, en retour, se sent rejeté. Il ne comprend pas ce qui s'est mal passé. Il se met en défense. Il commence à accumuler ses propres preuves de maltraitance. Bientôt, les deux personnes sont engagées dans un cycle d'accusation, de justification, de culpabilité. Voici ce qui est crucial à comprendre. Au moment où le partenaire se retire ou riposte, la première personne se dit « Je savais que j'avais raison ». Je savais elle ne m'aimait pas vraiment. Elle ne reconnaît jamais qu'elle a créé cette réaction. Elle ne voit pas qu'elle a joué un jeu qui a forcé l'autre personne à se défendre. Elle croit que l'autre personne a choisi de la rejeter. Et voici où le cycle devient vraiment destructeur. Quand quelqu'un se retire de notre vie, nous ressentons de la souffrance. Et nous blâmons cette personne pour cette souffrance. Nous disons, il m'a quitté. Elle m'a abandonné. C'est pour ça que je souffre. Mais en réalité, la personne qui nous quitte, elle agissait simplement en miroir de nos propres blessures. Elle nous forçait à regarder nos propres traumatismes non guéris. Et c'est ce qui nous cause réellement de la souffrance. La douleur n'est pas causée par le départ. La douleur est causée par le fait que nous devons enfin regarder la blessure que nous avons évitée toute notre vie. Mais nous rejetons cette vérité. Nous préférons croire que l'autre personne est coupable. Et nous recommençons le cycle avec quelqu'un d'autre. L'accumulation toxique. Comment nous construisons des fortifications émotionnelles? Il y a quelque chose que la plupart des gens font quand ils sont blessés dans une relation. Quelque chose que nous faisons presque instinctivement. Au lieu d'exprimer nos sentiments, nous commençons à accumuler des preuves. Quelque chose de petit se produit. Peut-être que votre partenaire a dit quelque chose de léger qui vous a blessé. Au lieu de dire « cela m'a blessé », vous le rangez. Vous l'ajoutez à une liste invisible. Puis quelque chose d'autre se produit. Et un autre chose. Et un autre chose. Vous commencez à construire un dossier contre votre partenaire. Vous accumulez des accusations. Vous collectez des justifications. Vous commencez à penser à tout ce qui vous a blessé par le passé. Des choses que vous aviez oubliées, des choses qui étaient mineures, et vous les amplifiez. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous voulons renforcer notre position. Nous voulons avoir raison. Nous voulons pouvoir dire à l'autre personne, « Tu vois? Tu vois comment tu m'as blessé? Tu vois comme tu es responsable ?» Et dans ce processus, nous oublions quelque chose de fondamental. La personne en face de nous ne voit pas notre douleur. Elle voit seulement des accusations. Elle se met en défense. Elle commence à accumuler ses propres preuves. Maintenant, les deux personnes sont engagées dans une guerre émotionnelle. Chacun se sent victime. Chacun se sent injustement traité. Chacun croit que l'autre personne est responsable.
Et les deux ont raison, et tort en même temps. Parce que la vérité est, ni l'un ni l'autre n'est vraiment responsable de la douleur de l'autre. Chacun est responsable de ses propres blessures non guéries qu'il apporte dans la relation. Quand vous accumulez des preuves et des accusations, vous construisez une forteresse émotionnelle. Et à l'intérieur de cette forteresse, vous êtes seul. Complètement seul. Parce que l'autre personne ne peut pas vous atteindre. Elle ne peut que voir vos défenses. Le miroir de vérité. La personne que tu repousses reflète ce que tu refuses de voir. Voici une vérité profonde que peu de gens comprennent. La personne dans votre vie qui vous déclenche le plus, qui vous fait jouer les pires jeux, qui vous fait vous sentir les plus insécures, c'est votre plus grand enseignant. Pas votre plus grand ennemi. Votre plus grand enseignant. Pourquoi? Parce qu'elle agit comme un miroir. Elle reflète vos propres blessures. Elle vous montre exactement où vous ne vous faites pas confiance, où vous avez peur, où vous refusez de vous voir. Imaginez que vous avez cette faille, vous devenez trop critique, trop mécanique dans votre manière de communiquer. C'est une défense. C'est quelque chose que vous n'avez jamais reconnu en vous. Puis quelqu'un entre dans votre vie et commence à pointer cette faille. Tu sais, parfois tu es vraiment dur. Tu communiques de manière très directe et cela me fait mal. Votre première réaction? La défensive. Vous vous battez. Vous rejetez le feedback. Vous trouvez des raisons pour lesquelles cette personne a tort. Mais si vous pouviez rester avec l'inconfort, si vous pouviez vraiment écouter, vous verriez quelque chose. Vous verriez que cette personne a raison. Vous verriez que cette dureté vient d'une blessure ancienne. Et vous verriez comment cette blessure affecte tout ce que vous touchez. Voilà le moment de transformation. Quand vous arrêtez de rejeter le miroir et que vous commencez à regarder ce qu'il vous montre. Mais voici le problème. Au moment où l'autre personne vous montre cette vérité, vous ressentez de la honte. Vous ressentez de la culpabilité. Et au lieu de remercier cette personne de vous avoir montré votre vérité, vous la blâmez. Vous la combattez. Et finalement, cette personne se fatigue. Elle s'en va. Vous perdez la relation. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous venez de perdre votre professeur. Vous venez de perdre votre chance de guérir. Et voici le cycle qui recommence. Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Cette personne a un motif émotionnel similaire au précédent. Elle commencera à vous montrer les mêmes blessures. Et vous jouerez les mêmes jeux. Parce que vous n'avez pas compris le message la première fois. La compassion pour l'autre. Comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Avant de parler de guérison, je veux que vous compreniez quelque chose sur les personnes dans votre vie qui jouent des jeux avec vous. Ces gens ne sont pas méchants. Ce sont des personnes apeurées. Oui, parfois leur comportement est destructeur. Oui, parfois elles vous font du mal. Mais c'est parce qu'elles sont en train de se battre avec leurs propres démons internes. Peut-être qu'elles ont grandi sans sécurité émotionnelle. Peut-être qu'elles ont grandi sans confiance, sans l'expérience d'être aimées inconditionnellement. Peut-être qu'elles ont appris très tôt que le monde était menaçant et que les gens ne sont jamais vraiment dignes de confiance. Et maintenant, à l'âge adulte, elles apportent ces croyances dans chaque relation. Elles ne peuvent pas accepter les compliments parce que les compliments signifient qu'elles doivent se voir d'une certaine manière. Et elles n'aiment pas ce qu'elles se voient. Elles se haïssent. Et quand on se haït, on hait aussi les gens autour de soi. On ne peut pas s'en empêcher. C'est un débordement émotionnel. Les jeux qu'elles jouent, les manipulations, les retraits, c'est leur manière primitive de dire « je suis terrifié ». Je ne me sens pas assez bien. Je ne crois pas que tu peux vraiment m'aimer. Peut-être que vous pouvez, maintenant, sentir une compassion pour ces personnes. Pas une compassion qui signifie que vous acceptez leur comportement destructeur. Pas une compassion qui signifie que vous restez dans une relation toxique. Mais une compassion qui reconnaît, cette personne souffre. Cette personne est blessée. Cette personne défend sa vie intérieure de la seule manière qu'elle connaît. La guérison commence par l'authenticité. Comment briser le cycle? Maintenant, arrivons au moment de vérité. Comment sortons-nous de ce cycle? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. C'est aussi la plus difficile à mettre en pratique. Vous devez devenir authentique. C'est tout. Pas de nouvelles techniques de relation. Pas de nouveaux jeux pour contrer les anciens jeux. Pas de manipulation plus intelligente. Vous devez apprendre à être vrai. Cela signifie que quand quelque chose vous blesse, au lieu de stocker cette blessure, au lieu de jouer un jeu, au lieu de vous retirer, vous la nommez. Vous dites la vérité. Peut-être pas agressivement. Peut-être pas avec culpabilité. Juste avec honnêteté. Cela m'a blessé. J'ai peur que tu m'abandonnes. Je me sens peu aimé en ce moment. Je me demande si je suis assez bon pour toi.
Quand vous dites ces choses, quelque chose de remarquable se produit. La forteresse s'effondre. Le jeu se termine. Et soudain, il y a de la place pour une véritable connexion. Mais voici le problème. Vous n'avez jamais appris à faire cela. Personne ne vous l'a jamais enseigné. Et donc, même quand vous savez que c'est la bonne chose à faire, c'est incroyablement difficile. Pourquoi ? Parce que dire la vérité signifie être vulnérable. Et être vulnérable signifie risquer d'être rejeté. Et voilà la blessure qui revient. La blessure dont vous aviez peur tout ce temps. Mais voici le point fondamental. Vous allez être rejeté de toute façon. Vous allez être abandonné de toute façon. C'est une partie de la vie. Les gens partent. Les relations se terminent. C'est la réalité humaine. La question est, allez-vous être rejeté en tant que votre vrai moi ? Ou allez-vous être rejeté en jouant un rôle ? Si vous êtes rejeté en jouant un rôle, vous ne saurez jamais si vous auriez pu être aimé pour qui vous êtes réellement. Mais si vous êtes rejeté en étant authentique, au moins vous saurez que le rejet n'était pas de votre faute. Vous saurez que cette personne avait simplement un problème avec qui vous êtes vraiment. Et cela, étrangement, est plus acceptable que de penser que quelque chose en vous devait être changé ou caché. La transformation relationnelle. Les étapes vers la liberté. Permettez-moi de vous esquisser un processus simple, mais puissant, de guérison. Étape 1. Reconnaissance. Vous devez reconnaître vos propres modèles. Je joue ce jeu. Je me retire émotionnellement. Je manipule. Je fais du chantage émotionnel. Cette reconnaissance n'est pas pour vous juger. C'est pour vous connaître. C'est pour briser la négation. Étape 2. Comprendre l'origine. D'où vient ce pattern ? Quand avez-vous appris à vous cacher ? Quand avez-vous appris que certaines émotions n'étaient pas acceptables ? Qui vous a appris que c'était dangereux d'être authentique ? Généralement, c'est revenu à votre enfance. À vos parents ou vos tuteurs. À l'environnement dans lequel vous avez grandi. Cela ne signifie pas que vous devez blâmer vos parents. Cela signifie simplement que vous devez comprendre, vous n'aviez pas créé ces modèles. Vous les aviez hérités. Étape 3, compassion pour vous-même. Maintenant que vous comprenez l'origine, pouvez-vous avoir de la compassion pour l'enfant que vous étiez ? J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. J'ai survécu. Et maintenant, je peux faire mieux. Cette compassion est cruciale. Parce que sans elle, vous continuerez à vous haïr pour vos patterns. Et si vous vous haïssez, comment pouvez-vous espérer que quelqu'un d'autre vous aime ? Étape 4, pratique de l'authenticité. Maintenant, vous commencez à pratiquer. Petit pas. Avec des gens sûrs. Vous dites une vérité. Vous exprimez un sentiment. Vous vous mettez en avant de manière vulnérable. Et vous notez ce qui se passe. Généralement, rien de terrible. Généralement, la personne répond avec plus de douceur, plus de compréhension. Étape 5, établissement de limites saines. Une fois que vous commencez à être authentique, vous devez aussi apprendre à respecter vos propres limites. Si quelque chose ne vous convient pas, vous dites non. Sans culpabilité. Sans longue explication. Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Non, je n'accepterai pas d'être traité de cette manière. Non, je ne ferai pas ce sacrifice pour cette relation. La transformation relationnelle. Quand les deux personnes choisissent l'authenticité. Voici ce qui est remarquable. Quand vous devenez authentique, quelque chose change dans vos relations. Si votre partenaire est également disposé à devenir authentique, vous entrez dans une nouvelle phase. C'est la phase où la véritable intimité devient possible. Vous cessez de vous sentir seul dans vos relations. Parce que l'autre personne peut réellement vous connaître. Et vous pouvez réellement la connaître. Les jeux s'arrêtent. Les manipulations se terminent. Les accusations diminuent. Et à leur place, il y a une compréhension mutuelle. Mais voici ce qui est important à comprendre. Tout le monde n'est pas disposé à faire ce travail. Certaines personnes préféreront rester dans le pattern. Et dans ce cas, vous devrez peut-être accepter que vous ne pouvez pas avoir de relation saine avec cette personne. Ce n'est pas un échec. C'est un acte de respect envers vous-même. Parce que voici la vérité finale. Vous ne pouvez forcer personne à guérir. Vous pouvez seulement choisir de guérir vous-même. Et en guérissant vous-même, vous offrez à l'autre personne un cadeau silencieux. Un exemple de ce que c'est que d'être authentique, d'être responsable, d'être vraiment libre. Certaines personnes vont apprendre de cet exemple. D'autres vont s'en aller. Et c'est d'accord. Parce que vous allez découvrir que quand vous cessez de jouer des jeux, vous attirez des gens qui n'en jouent pas non plus. Les personnes que vous rencontrez après votre guérison seront différentes. Elles auront des qualités que vous n'aviez jamais mises en priorité. Elles auront une maturité émotionnelle que vous recherchez maintenant. Parce que vous avez grandi.
et vous attirez ce à quoi vous ressemblez maintenant. Espoir et libération. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, si vous voyez vos propres jeux, vos propres manipulations, vos propres patterns, je veux que vous sachiez quelque chose. Cela n'est pas une condamnation. C'est une invitation à vous connaître, une invitation à vous guérir, une invitation à devenir libre. Oui, le chemin est difficile. Oui, il faudra de la vulnérabilité. Oui, il y aura des moments d'inconfort et de honte alors que vous vous regardez enfin en face. Mais de l'autre côté de ce processus, il y a quelque chose de remarquable, la liberté. La liberté de ne plus jouer de rôle. La liberté de dire ce que vous sentez réellement. La liberté de vous connecter authentiquement avec d'autres personnes. La liberté de créer des relations basées sur la vérité, pas sur la peur. Et la chose la plus importante, la liberté de vous aimer vous-même. Réellement, complètement, profondément, parce qu'une fois que vous avez cela, vous n'avez plus besoin de jeu. Vous n'avez plus besoin de manipulation. Vous n'avez plus besoin de chercher une validation externe, parce que vous savez qui vous êtes, et vous savez que vous êtes suffisant. Et voilà le point de départ de toute guérison relationnelle, l'acceptation de soi. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage, sachez que le premier pas est toujours le plus courageux. Le premier pas, c'est de reconnaître les patterns. C'est de dire, je fais cela, et je veux que ça change. Et à partir de là, tout est possible. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, votre guérison n'est pas seulement pour vous. Elle inspire d'autres à guérir aussi. Jusqu'à la prochaine fois.